Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui on va dire le 20 septembre 2025 et je vous salue. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, nous on est là. Dieu merci, ça va très bien. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de soucis entre nous, l'Algérie et la France. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. On va parler aujourd'hui de l'Algérie, la tension qu'il y a entre l'Algérie et le Mali. Et on va parler de la tension qu'il y a entre la France évidemment et le Mali. Alors, certains vont dire que c'est le Mali qui est en train de créer des problèmes à tout le monde. En réalité, c'est pas ça. Comme quoi, des fois, on peut être seul contre tous, mais c'est tous qui n'ont pas raison. Des fois, c'est ça aussi, hein. Parce que lorsque vous avez deux pays qui veulent forcément avoir de l'influence sur vous, ils veulent forcément vous mettre la pression, ils veulent forcément avoir le contrôle chez vous, etc. Et que vous ne voulez pas, souvent c'est pas facile. Juste après le générique et les publicités, on va se retrouver. Vous m'excusez, hein, ce YouTube-là, c'est YouTube en français, mais le générique et tout est en bambara, mais c'est pas grave, hein, merci. Labla sanfɛ a bɛ se ka annonces créer ale ni k'a publier a ka sigida mɔgɔw ye Mali ale ni jamana wɛrɛ. Ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya sannikɛlaw ni feerelikɛlaw ye. Labla bɛ se ka sɔrɔ Android ou iPhone sanfɛ, App Store ale ni Play Store jamana caman na yen bɛ sɔrɔ video duguma. Aw be Ibusika jɛmukanw lamɛn a? Jɛmukan ninnu ka di aw ye? N'aw bɛ fɛ ka kɔkɔrɔma dondo, a bɛ Ibusika tap send code promo kɔri no o ye Ibusi 223. N'a bɛ an ka jamana kɔkana la, k'aw bɛ fɛ ka wari ci kana Mali kɔnɔna la, a bɛ Ibusika tap send code promo kɔri no o ye Ibusi 223. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent. C'est grâce à eux quand même qu'on arrive à tenir aussi debout. Merci. On va parler, d'abord, on va commencer par la France. Alors, dernièrement, vous avez vu que le Mali, le Mali a procédé à l'arrestation d'un espion français. Alors évidemment, cet espion français, qui est un lieutenant-colonel de l'armée française, évidemment, la France ne va pas le présenter comme un espion. Les médias français qui aident la diplomatie française à rayonner dans le monde, la diplomatie française a dit que non, en fait, c'est pas du tout cela. C'est un diplomate. L'État malien, c'est des voyous. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Bon, ils ont parlé. Tout le monde sait que leurs médias les aident. Et nous aussi, on va pas abandonner notre pays. Lorsque tu attaques notre pays sur les réseaux sociaux, dans les médias, nous aussi, on a le cœur, on sort et on parle. On ne peut pas accepter. Donc du coup, évidemment, l'espion, quand on l'a arrêté, il partait, je crois, acheter des croissants. Bien, lui-même, il a parlé. Il a donné beaucoup d'informations qui sont vérifiables. Les infos qui ont montré son rôle. Il a parlé, il a expliqué le plan qu'ils avaient, le plan de déstabilisation qu'ils avaient. Il a expliqué tout. Il a donné des noms et beaucoup de choses. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce que cet espion a voulu, une fois de plus, déstabiliser le Mali? C'est très simple. Parce que le Mali et le Burkina et le Niger, les pays de l'AES notamment, ils ont décidé quoi. Ils ont dit, bon, c'est terminé. Ils ont dit, nous, on n'est plus dans les histoires d'influence là. On n'est plus dans les histoires d'influence. Nous sommes les pays de l'AES. On a dit, bon,
Si c'est le partenariat, on fait du partenariat. Mais si ce n'est pas le partenariat, si c'est les histoires d'influence, oui, nous sommes français, c'est nous qui influençons le Mali, et puis le Niger, et puis le Burkina, ou bien si c'est les histoires de, oui, bon, voilà, nous sommes français, nous sommes rois chez nous ici en Afrique, c'est terminé. On a demandé des partenariats sincères. C'est tout. Le reste, là, on n'est plus dans ça, quoi. On n'est plus dans ça. Bon, puisque la France, tout comme l'Algérie, c'est des gens qui veulent continuer à vous influencer, continuer à mettre leur bouche dans votre politique intérieure. Bon, on dit, on n'est pas dans ça. Du coup, depuis 2021 jusqu'à 2025, là où je fais cette émission-là, à chaque fois que la France a l'occasion, notamment les dirigeants français, à travers leurs services de renseignement, ils essayent de déstabiliser le pays. Depuis que ce monsieur, on l'a arrêté, ce lieutenant-colonel, qui travaillait à l'ambassade ici, eh bien, la France, elle a patienté un petit peu, et dernièrement, elle a chassé 2 diplomates maliens en les qualifiant d'espions. La France a dit, bon, écoutez, dégagez, rentrez chez vous, on vous donne 3 jours, et en principe, c'est ce samedi qu'ils doivent partir. Ils doivent quitter le territoire français. Ce qui nous a étonnés déjà, nous, c'est que des gens que vous qualifiez d'espions, donc vous les laissez partir comme ça. Vous-même, vous dites que c'est des espions. Ils sont persona non grata. Vous leur donnez 48, 72 heures pour dégager. Et c'est des espions, vous ne les arrêtez pas. C'est étonnant. Nous, on a compris que, à la base, c'est pas des espions. Qu'est-ce que les Maliens vont aller espionner en France? On va espionner en France on va espionner la France, un pays où il y a pratiquement plus rien. Un pays où tous les jours les gens sortent dans les rues pour dire qu'on veut que le pays, on veut la démission du président. C'est le monde à l'envers, quoi. Les pays où il y a des militaires qui dirigent, on ne voit pas la population sortir dire non, on veut la démission. Mais c'est les pays où les gars sont installés, selon eux, diplomatiquement, disons, constitutionnellement, ils sont assis. C'est là-bas où la population demande la démission. Qu'est-ce qu'on va aller espionner là-bas? On ne va rien espionner là-bas. Bon, ils ont décidé de les dégager. Quand ils ont fait cela, systématiquement, le Mali a répondu. Le Mali a répondu en faisant quoi? En expulsant 5 diplomates aussi français. Et puis, bizarrement, le mensonge qu'ils disent, parce qu'ils ont vraiment menti, ils disent, ah non, écoutez, les 5 diplomates là déjà, ils avaient déjà quitté la France. Mais comment vous pouviez savoir à l'avance que nous, on allait chasser 5 diplomates? Si on avait chassé 6, ils allaient dire, ah non, les 6 là, on les a chassés. Si on avait chassé 7, ils allaient dire, non, les 7 là ne sont plus là-bas. Si c'est 2 qu'on avait chassés, ils allaient dire, non, les 2 là aussi, c'est des menteurs. Ils ne pouvaient pas savoir à l'avance combien de diplomates on allait dégager. Mais on a vu Serge Daniel, là, qui est le porte-parole de la République française, un Béninois, qui dit que non, écoutez, que les 5 là qu'on a chassés, que les gars étaient déjà chassés, quoi. qu'ils avaient déjà été chassés. Ou bien qu'ils avaient déjà quitté le pays, disons. Un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Bon, bref. Et par rapport à ce qu'ils disent, les Français, là, quand ils disent qu'il y avait une coopération, qu'ils vont cesser toute coopération antiterroriste entre nous, des choses comme ça, là. Bon. Ce que moi je peux dire là, moi j'ai pris des renseignements par rapport à ça. J'ai pris des renseignements. Le Mali dit, mais quelle coopération sécuritaire antiterroriste on va faire avec eux? Mais c'est eux-mêmes les gars, les terreaux, c'est eux-mêmes. On les a appelés aux Nations Unies pour dire que c'est eux le terreau. C'est eux qui les forment. C'est eux qui leur donnent des renseignements. Ils leur donnent des équipements et ils les envoient chez nous. On a découvert cela. Qu'est-ce qu'on va continuer à collaborer avec eux sur le plan antiterroriste? Hein? C'est le Mali même qui a dit, c'est nous-mêmes qui leur avons dit, bon, on n'est plus avec vous dans quoi que ce soit là. C'est-à-dire, même les petits renseignements, etc., on arrête ça. Parce que vous savez, même quand les pays sont en guerre, même quand il y a la guerre, etc., même entre 2 pays, bon, les renseignements continuent à fonctionner. Mais même ça, on ne veut plus de ça avec eux. C'est ce qu'on leur a dit.
Et là, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils essaient de sortir derrière, non, eux-mêmes, ils arrêtent, ils ont coupé leur coopération antiterroriste. Mais c'est des histoires. Eux-mêmes, ils savent que c'est des histoires parce que c'est leur France, depuis que ces militaires sont au pouvoir ici au Mali, c'est le président français qui a cherché à venir au Mali ici. C'est pas le président malien qui a cherché à aller en France. Ça aussi, ils le savent. Au début, ils le contestaient. Au début, ils ont dit non, 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 écoutez, c'est le président Goïta qui a demandé à voir le président Macron, etc. Macron, voilà, c'est pas vrai, hein. C'est Macron qui a toujours cherché à venir ici au Mali. On a dit non. On a mis nos conditions. Donc, du coup, c'est ça. Par rapport à la France, c'est ça. Donc, du coup, c'est cette tension qu'il y a dans ces 2 jours-là. On attend de voir. S'ils chassent d'autres personnes, on chasse d'autres personnes. Voilà. Donc, les Français qui regardent l'émission, il faut dire, les Maliens ont dégagé des Français. Et c'est comme ça. Maintenant, on vient à l'Algérie. Vous savez que le Mali avait fait un communiqué le 4 septembre. Et le communiqué, là, c'était par rapport à la saisine. On a saisi la Cour internationale de justice. Le communiqué, il est là. Globalement, vous pouvez le voir. C'est le communiqué comme ça. C'est le communiqué numéro 019 du gouvernement de la transition. Ils disent que le gouvernement de la transition informe l'opinion publique que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Voilà. Bon. Cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance. Voilà. Parce qu'ils ont détruit un drone malien. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient protéger des terreaux qui étaient à Tinzaouaten. Puisqu'ils savaient qu'on allait les éliminer, parce qu'il y a des terreaux qu'on a éliminés quelques semaines avant ça, donc ils se sont jurés que bon, prochainement, si on a un drone qui vient dans la zone, ils vont bombarder. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et là, on les a appelés devant la cour parce que je suis désolé de le dire comme ça. C'est une attitude, un comportement d'État voyou. Voilà. C'est les voyous qui sont à la tête de ce pays, malheureusement. Et bon, du coup, le 13 septembre, lorsque le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Attaf, était en conférence de presse, lorsqu'on lui a posé la question, on lui a dit oui, bon, écoutez, vous avez saisi, le Mali a saisi la cour contre notre pays, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, non, que c'est pas vrai, que les journalistes n'ont qu'à essayer de vérifier cette information, que c'est des histoires, que le Mali n'a jamais saisi quelque chose. En fait, il a vraiment rendu ridicule le Mali en disant non, mais c'est des histoires, etc. Et après, on va dire, le 19 septembre, oui, le 19 septembre, notamment hier, on a vu une correspondance du greffe, c'est ça, de la Cour internationale de justice. Et dans cette correspondance-là, qu'est-ce que la Cour, elle dit? La Cour, elle dit, bon, écoutez, elle a bien précisé que le Mali, hein, La Haye, c'est La Haye, c'est en Hollande, aux Pays-Bas. Le Mali a introduit une instance contre l'Algérie. Ils ont mis dans leur communiqué de presse, en dessous du communiqué de presse, ils marquent non officiel. Donc maintenant, c'est eux qui savent ce que ça veut dire non officiel. Et ils disent que le 19 septembre 2025, donc ils parlent de la date du 16. Ils disent que c'est le 16 que le Mali a déposé devant la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre l'Algérie au sujet d'un différend concernant la prétendue destruction par les forces de défense. Voilà. Donc, du coup, lorsque le ministère algérien des Affaires étrangères, lorsqu'ils ont vu ça, donc ils ont sauté, ils étaient très contents. Oui, voilà, on vous l'a dit. Et M. Attaf, là, à travers le ministère des Affaires étrangères, il a dit, bah écoutez, on vous l'a dit, le Mali, c'est pas un pays sérieux, c'est dirigé par une junte, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Bon, voilà, on a dit qu'ils avaient rien déposé.
Et voilà, mais pourtant, ils ont fait le communiqué le 4, mais ils n'ont rien déposé. Et puis, ils ont commencé à parler. Et puis, comme vous le savez, le ministère des Affaires étrangères sous Attaf, franchement, c'est malheureusement devenu un ministère, je sais pas comment je vais dire quoi, c'est devenu, vous me passez l'expression, c'est devenu le ministère de la vulgarité. Tu sais, ils sont vulgaires, ils sont vraiment très vulgaires, ils parlent très mal, c'est des insultes, c'est des injures à chaque fois. En fait, c'est comme ça avec eux, hein. C'est comme ça. Avec l'Algérie, il faut toujours s'attendre à des insultes. Ils se mêlent de votre politique intérieure. Ouais, dans votre pays, il y a ceci, dans votre pays, il y a cela. Mais c'est notre pays, on fait ce qu'on veut chez nous. Donc, vraiment, c'est vraiment dommage parce que c'est les insultes partout dans tous les sens. Ils ne font que insulter, insulter, insulter. Voilà. Donc, bon, puisque M. Attaf, ce sont les insultes qu'il aime, hein, il passe son temps à insulter, à mal parler. Bon. Le Mali, pour l'instant, quand même, n'a rien dit par rapport à ces insultes, à tout ce qu'il dit. Mais la question que les gens se sont posées, c'est est-ce que le Mali, donc, a fait un communiqué comme ça? Parce que le communiqué a été signé par le Premier ministre, qui est aussi le ministre de l'administration territoriale. Les gens se sont posé la question. Même hier, moi, dans mon émission en Bambara, je me suis posé la question. Parce que je n'avais pas encore l'information. Je me suis dit, ah, si le Mali a fait cela, si le Mali a envoyé quelqu'un déposer les choses là, la requête là, hein, si le Mali a déposé cette plainte là le 16, ah, là, franchement, je me suis dit que ça, c'est pas bon. Si on dépose ça le 16, alors qu'on a fait un communiqué depuis le 14, je me suis dit non, quand même ça, ce n'est pas du tout, c'est pas sérieux. Et là, en la matière, personnellement, hein, moi, je le dis à chaque fois, et quand on est travailleur de l'État, quand nos actions peuvent engager nos ministres, quand nos actions peuvent engager l'État malien, le président et tout le monde, nos institutions, lorsque nos actions peuvent engager tout ceci, moi, en la matière, je suis très rigoureux. Moi, je suis pour les sanctions de nos cadres qui ne jouent pas bien leur rôle. Donc, c'est cette question que je me suis même posée hier dans mon émission en Bambara. Mais lorsque je me suis renseigné, parce que je l'avais dit hier dans mon émission en Bambara, j'ai dit c'est improbable que le Mali puisse faire cela. Un cadre de l'État, un ambassadeur, un ministre ne peuvent pas, les cadres de l'État maliens ne peuvent pas aller dire au ministre des Affaires étrangères, ou encore au ministre de la Justice, ou encore au Premier ministre, au ministre de l'Administration territoriale, porte-parole du gouvernement, au président. On ne peut pas aller leur dire on a déposé alors qu'ils n'ont pas déposé, c'est pas possible. C'est fou d'imaginer cela, c'est ce que j'ai dit hier. Lorsque j'ai vérifié aujourd'hui, j'ai vu de mes yeux, je vous le dis, j'ai vu de mes yeux la requête, comme ils appellent ça, la requête introductive d'instance là, je l'ai vue, qui date du 4 là. J'ai vu ça de mes yeux. Je vous dis, hein. Peut-être que dans les heures qui viennent, vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, en tout cas, je l'ai vu. Je ne vais pas publier parce que je n'ai pas l'autorisation. Donc, je vais faire attention. Mais j'ai vu ça de mes yeux. Et je vous le dis. Ça a été fait. La lettre du Mali, elle a été faite. Elle date du 3 septembre. Retenez ça bien. Hein. La lettre que le Mali a faite contre les gens là. La lettre qu'on a déposée là. Déposée le 4 là. La lettre, on l'a faite le 3 septembre. On a saisi la cour. C'est-à-dire, on a fait la lettre le 3. Le dépôt a été fait le 4 septembre. Je vous le confirme. Maintenant, la grève de la cour, ils ont répondu le Mali, le 5. Et quand ils ont répondu le Mali, qui a répondu? C'est le greffier adjoint de la Cour internationale de justice. Le greffier adjoint, c'est lui qui a répondu. Il s'appelle Jean Pelé. Jean Pelé a répondu.
le 5. Et dans sa correspondance, il a dit que la Cour, c'est-à-dire la Cour accuse bonne réception. Mais il faut des informations complémentaires. Quelles informations complémentaires il fallait? Eh bien, c'est ces informations complémentaires que nos cadres-là cherchaient. Il fallait chercher ces informations-là, tout mettre en place, et puis revenir vers la Cour pour dire, voilà, est-ce que ça vous va? Donc, du coup, ces infos, ce sont lesquelles? En fait, la Cour, ce que j'ai appris, il y a 3 catégories de saisine, en fait. Lorsque vous saisissez la Cour, il y a des pays qui, semblerait-il, au niveau de la Cour, ils ont dit d'emblée, bon, écoutez, à chaque fois que une affaire vient au nom de mon pays, ils ont donné le feu vert à la Cour. La Cour peut, c'est-à-dire, ils ont donné le feu vert à la Cour, quoi. Donc, il y a ce qu'on appelle la compétence permanente. C'est-à-dire, le pays accepte que la Cour soit permanemment compétente pour juger leurs affaires. Il y a des pays qui ont donné le feu vert. Eux, ils ne craignent rien. Ils disent qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui viennent, faites-le directement. Traitez directement. Il y a aussi il y a des cas où il y a un compromis. Si on saisit la Cour, il y a des pays qui disent, bon, écoutez, il faut qu'il y ait un compromis, il faut que nos 2 pays en conviennent de quelque chose. Et puis, si on convient de quelque chose, eh bien, il n'y a pas de problème. La Cour va trancher en fonction de ce dont nous sommes convenus. Il y a cette option aussi. Par exemple, on a vu le cas Mali, on m'a donné un cas ici, le cas Mali-Burkina Faso. Il y a une année là où il y avait des petites tensions, on a saisi la Cour internationale de justice, mais les 2 pays sont convenus de quelque chose et directement devant la Cour, ils ont tranché. Mais il y a aussi une autre option devant la Cour qu'il faut indiquer. Ça, c'est la 3e option devant la Cour. C'est lorsque il n'y a pas de compromis entre vous. Par exemple, le Mali et l'Algérie, il n'y a pas moyen de compromis. On ne va pas s'asseoir et dire on va ensemble à la Cour. Non, non, non. Vous voyez. Donc, c'est ça qu'on appelle, c'est lorsque la Cour, donc du coup, pour qu'elle soit compétente, il faut forcément faire référence dans notre correspondance, dans notre saisine, il faut faire référence à l'article 38, paragraphe 5. Voilà. Et c'est ce que les statuts disent dans l'article 36. Les statuts le disent dans l'article 36 qu'il faut faire référence à l'article 38, paragraphe 5. Donc, du coup, le Mali était dans ça. On a saisi la Cour, mais voilà, il y avait des procédures qu'il fallait faire, il y avait des choses, des informations complémentaires qu'il fallait chercher, des choses comme ça. Mais la Cour a accusé bonne réception. Donc, c'est lorsque maintenant, on a fini tout ça, donc, la Cour a validé notre requête. Et lorsque la Cour a validé notre requête, la Cour n'a pas fait cas, en fait, du tout premier dépôt qu'on a fait, le 4 septembre. La Cour n'a pas fait cas de ça. Mais la Cour a fait cas du second dépôt qu'on a fait, qui a été fait comme il l'indique dans le document, qui a été fait le 16. Voilà, parce qu'ils disent ici que le 16 septembre, le Mali a déposé. Donc, voyez un petit peu. Maintenant, la Cour ne voulait pas rentrer dans ces... On comprend quoi. On comprend que la Cour ne voulait peut-être pas rentrer dans les polémiques en disant, bon, écoutez, le Mali nous a saisi le 4, mais voilà, il y a des procédures qu'on a indiquées au Mali, on leur a dit non, ben, vous nous saisissez, mais il y a ça, il y a ceci, il y a ça. Donc, il y a un ensemble de choses qu'il fallait faire. Voilà. Donc, la Cour n'a pas voulu dire cela. La Cour directement a indiqué la date du 16. Mais, on a le document. Moi, j'ai le document sous les yeux là. J'ai le document qui indique que, effectivement, la Cour a bel et bien été saisie le 4. Et la correspondance, elle date du 3. Et c'est le 5 que la Cour a répondu. Ils ont dit, ils ont reçu
Ils ont dit, voilà, on accuse réception, mais voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. C'est comme quand vous partez dans un tribunal. Vous saisissez le tribunal pour une affaire, le tribunal accuse bonne réception, mais après, il y a un ensemble de procédures qu'il faut faire. On va vous dire, non, attendez, bon, dans votre dossier, il y a ceci qui manque, il y a ça c'est un peu trop, il y a ci. Donc, vous êtes dans la procédure. On était dans la procédure. Voilà. Et quand on a fini la procédure, donc, c'est comme si c'est un second dépôt qu'on a fait. Parce que le premier dépôt, eh bien, qui a été fait, bah, il fallait le compléter. Il fallait des informations complémentaires. Bon, c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, il faut comprendre que ce que l'État malien a dit, c'est pas faux. Ce n'est pas du tout faux. Et effectivement, le Mali a fait cas, et c'est l'information complémentaire, là, c'est le Mali entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l'article 40 du statut de la Cour et le paragraphe 5 de l'article 38 du règlement de la Cour, lequel dispose que... Voilà. Maintenant, évidemment, l'Algérie, le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Attaf, il a sauté sur l'occasion pour dire, bon, le gouvernement malien a annoncé avoir déposé le 4 septembre 2025 une requête introductive d'instance contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice à l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée, voilà, et voilà. Bon, maintenant, il a commencé à insulter, hein. Il dit que mis face à cette déclaration mensongère, bon, donc eux, ils disent que c'est une déclaration mensongère, etc. Les autorités maliennes se sont résolues à déposer cette requête le 16. Bon, que finalement, on a déposé ça le 16. Bon, quelle importance de mentir? Si on t'a dit qu'on t'a appelé au tribunal, là, pourquoi on va mentir? Pourquoi? Pourquoi on va dire, bon, d'accord, on va annoncer à tout le monde, on t'a convoqué au tribunal. Après, on va dire, non, non, on t'a pas convoqué. On va dire, non, mais non, il n'y a aucune... Bon, bref. Le ministère des Affaires étrangères constate un paradoxe saisissant à propos de la démarche malienne. Bon, que voilà, que eux, ils sont pas d'accord. Ce paradoxe réside dans le fait de voir la junte malienne qui a foulé au pied la légalité de l'ordre constitutionnel dans son pays se soucier du droit qu'elle méprise au plan interne et auquel elle prétend faussement s'attacher au plan international. Donc, du coup, ils parlent de la junte. Et là, ils sont dans sa correspondance, ils sont rentrés dans la politique intérieure du Mali. Et commencer maintenant à taper sur le Mali, que c'est une junte qui est au pouvoir, qu'ils ont violé la Constitution, ils sont venus à la suite d'un renversement du régime, ils ne respectaient pas les lois internes de leur pays, et ils veulent qu'à l'international, on respecte les lois, etc. Bon, voilà. Et que le ministère des Affaires étrangères constate également que cette même junte a mené le Mali au désastre politique. Bon, il parle de désastre politique, économique et sécuritaire de notre pays, et qu'elle est elle-même l'instigatrice d'une banqueroute morale. Sa démarche auprès de la Cour internationale de justice procède. Bon, voilà. Donc, du coup, franchement, si c'est mal parler aux gens, réellement, le ministre des Affaires étrangères algérien, c'est le roi de cela. C'est-à-dire, vous pouvez pas trouver quelqu'un, vous pouvez pas trouver un diplomate dans le monde des diplomates, quelqu'un qui est plus, vous m'excusez de le dire, hein, plus impoli que ce monsieur. C'est-à-dire, monsieur le ministre des Affaires étrangères algérien, il est d'une impolitesse incroyable. Donc, il passe son temps à insulter. Il parle mal sur toute la ligne. Alors maintenant, ce que moi je voulais vous dire, ce que je voulais lui dire à ce monsieur. Avant d'arriver à lui, la Cour, elle a eu à dire quelque chose que moi je n'ai pas beaucoup apprécié. La Cour, dans le début de sa correspondance, elle dit que, je vais vous lire cela, le 16 septembre 2025, le Mali a déposé devant la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre l'Algérie au sujet d'un différend concernant la prétendue destruction par les forces algériennes d'un drone. Donc, quand il parle de prétendue destruction, déjà là-bas, sur ce point, je ne suis pas trop d'accord avec la Cour. Parce que la Cour, c'est comme si elle a tranché déjà l'affaire. Lorsque deux personnes se plaignent, lorsqu'il y a deux plaignants qui viennent face à vous, et qu'il y en a un, vous dites que bon, c'est une prétendue destruction de drone. Que le Mali a dit qu'il y a une prétendue destruction. Donc, quand on emploie le mot prétendu là, ça veut dire que déjà, vous mettez le doute. La Cour a fait une erreur là-bas. La Cour a fait une erreur là-bas, parce que la Cour a semé le doute même sur ce qu'on a dit, a créé le doute, c'est-à-dire il doute même. Par exemple, renversant les rôles, est-ce que la Cour pouvait dire, bon, l'Algérie
a prétendu qu'elle n'a pas détruit le drone sur le territoire malien. Si la Cour avait dit l'Algérie a prétendu qu'elle n'a pas détruit le drone malien sur le sol malien, le mot prétendu là, ça veut dire que la Cour même doute de ce que l'Algérie dit. Vous voyez, la Cour dit que nous parlons d'une prétendue destruction de drones. Mais la Cour ne dit pas que l'Algérie a prétendu avoir, ne pas avoir détruit un drone sur notre territoire. Vous voyez que le mot prétendu là, il change de sens. Parce que si la Cour avait dit, ah bon, l'Algérie a dit qu'ils n'ont pas détruit, hein, mais bon, l'Algérie prétend qu'ils n'ont pas détruit, c'est comme si on met le doute sur ce que l'Algérie a dit. Mais la Cour n'a pas dit ça. Mais par contre, nous, la Cour nous a dit ça. Que nous, on prétend que c'est l'Algérie qui a détruit. Donc, par rapport à la Cour, là-bas, c'est pas très sérieux. Il faut le dire. C'est la réalité. Maintenant, on va venir dans la politique intérieure de l'Algérie. Puisque l'Algérie est rentrée dans notre politique intérieure, nous aussi, on va rentrer dans la politique intérieure algérienne. Qui décide réellement en Algérie? Parce qu'il parle de junte chez nous ici, d'une junte qui dirige le pays, la junte malienne qui dirige le pays, c'est comme ça. On a amené le pays à la catastrophe, on a fait ci, on a fait ça, catastrophe économique, sécuritaire, c'est la banqueroute chez nous ici. D'accord, si c'est la banqueroute chez nous ici, d'accord, on verra bien. Qui décide de quoi au sommet du pouvoir en Algérie? C'est le chef de l'État. C'est les généraux de la haute hiérarchie militaire? Ou bien c'est un ensemble d'hommes puissants qui sont là, qui dirigent ce pays? Tout le monde sait que c'est ça. C'est pas le chef d'État qui dirige là-bas. Tout le monde le sait. Bien qu'il soit militaire ou civil, tous les présidents qui se sont succédés en Algérie, tous pratiquement, ont été portés au pouvoir par des officiers supérieurs. Presque tous. Hein. Peut-être à la limite, un, deux, peut-être, sinon la plupart, parce que c'était l'ALN d'abord. C'était l'armée de libération nationale d'abord, mais après, ce sont les militaires qui les portaient au pouvoir. Parce que avant que l'armée algérienne ne se soit créée, c'est l'ALN qui était là. Donc l'ALN et l'armée qui gère, on ne fait pas de différence entre eux pratiquement. Donc ils ont tous été portés au pouvoir par des officiers supérieurs influents au sommet de la hiérarchie militaire. Vous voyez? Et ça, c'est clair. Et même l'élection et la réélection de l'autre, comment il s'appelle, de Tebboune, c'est la même chose. Hein. Tebboune, il n'a pas dérogé à cette règle-là. Hein. Ah oui. Ça, c'est la même chose. Bien au contraire. C'est le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui a fait venir Tebboune. Tout le monde le sait. Il y a un pacte entre eux. Leur pacte laissera des traces profondes, car les militaires ne prennent même plus la peine de se cacher pour intervenir sur la scène politique institutionnelle du pays. Tout le monde le sait. Face au nouvel homme fort de l'armée, le général Saïd Chengria, parce que l'autre, comme vous le savez, Gaïd Salah, il est décédé, je crois que c'est en 2019, je crois bien. Donc finalement, le nouveau patron qui est venu à la tête de l'armée, le puissant, c'est Chengria. Voilà. Il était commandant des forces terrestres et c'est Gaïd Salah qui l'a aidé à avoir ce poste. Et quand Gaïd Salah pratiquement s'en est allé, donc c'est Chengria qui l'a remplacé. Vous voyez. Donc le président Tebboune, il apparaît comme un chef d'État sous influence. Il est sous l'influence des militaires, c'est quand même clair. Voilà. C'est ce que quelqu'un a appelé un leader démonétisé. Vous voyez, c'est un leader démonétisé et sans pouvoir. Il n'a pas de pouvoir personnel, sauf celui de confirmer le regain d'emprise de l'armée sur le pays. Donc du coup, ce monsieur, c'est ça l'Algérie aujourd'hui. C'est ça. Et pour vous montrer que nous aussi, on connaît la politique intérieure de ce pays-là, je vais vous parler des 4 enfants du général Gaïd Salah, le mentor du président Tebboune, c'est-à-dire celui qui a
mis Tebboune au pouvoir en Algérie. Parce que puisque c'est bien de parler de la politique intérieure des gens, on va parler de leur politique intérieure. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Le monsieur là, le général là, qui a mis Tebboune au pouvoir, ces 4 gosses là, ils ont été arrêtés par les services secrets. C'était en 2023. Je vais vous lire l'article. Mourad, Hichem, Boumedienne et Abdel sont portés disparus depuis une dizaine de jours sans que personne n'en parle. Leur vieille mère se démène toute seule pour avoir des nouvelles de ses enfants enlevés par des agents en civil qui ont fait irruption au périmètre, qui ont fait irruption aux premières heures du jour au domicile familial à Annaba, ville distante de 600 km à l'est d'Algérie. La veuve du général, Ahmed Gaïd Salah, se rend à Alger pour demander à rencontrer le président Tebboune, qui doit son poste à son défunt mari. Vous avez bien entendu, la veuve de Gaïd, de Ahmed Gaïd Salah, lorsqu'on a pris ses enfants-là, elle a cherché à avoir Tebboune, parce que Tebboune doit son poste à ce général. Quand je vous dis que l'Algérie est dirigée par des généraux depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, c'est 64, 65, comme ça. Ce sont les généraux, c'est l'armée qui est là. C'est vrai, l'armée de libération nationale était là, mais c'est ça, c'est la même chose. Hein? L'embryon de l'armée, quand on prend l'armée algérienne actuelle, son embryon, quand elle était à l'état embryonnaire, c'était l'ALN. Voilà. Donc, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, cette dame-là, elle sait que Tebboune doit son poste à son défunt mari. L'accès au palais présidentiel lui fut refusé. Elle se rend dès lors au siège de l'état-major de l'armée pour solliciter une audience du général Saïd Chengria, le puissant Saïd Chengria, le général, qui lui aussi doit son poste à Gaïd Salah, le défunt mari de cette dame-là. Là aussi, toutes les portes lui sont fermées. Elle renouvelle à 4 reprises ses tentatives de rencontrer le général Chengria. Rien à faire, en vain. À sa 3e tentative, elle tombe en syncope. Elle est évacuée à l'hôpital militaire d'Ain Nadja, mais point de rencontre avec l'homme fort du régime en place. C'est comme ça. Vous savez, les régimes militaires comme ça finit toujours comme ça. Parce que lorsque le père, il décède, la famille est là. Mais la famille, puisqu'elle était dans les business, dans les affaires, dans tout, dans les hydrocarbures, dans le ciment, dans tous les types de business, eh bien, ces enfants puissants, avec cette femme puissante-là, vont perdre aussi le pouvoir. Et ce sont les amis du papa, les autres généraux et les colonels, là, qui vont arrêter les membres de cette famille-là. Et les généraux qui sont vivants savent que eux aussi, leurs enfants, leur famille-là, c'est ça qu'on va leur faire quand ils seront morts, quand ils seront plus au pouvoir. C'est pour ça que les gars, là, ils peuvent plus quitter le pouvoir comme ça. Hein. C'est pas facile. Gaïd Salah, l'homme fort de l'Algérie, c'était ce monsieur. C'était lui, très très puissant. Mais voilà, quand il est décédé, ce monsieur, voilà ce que ses frères d'armes sont en train de faire maintenant à ses enfants. Parce que Gaïd Salah, super puissant, ses enfants faisaient tout en Algérie. Ils avaient tout, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, ils le faisaient. Voilà, c'est quand même clair, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils détenaient l'Algérie, ils ont pris l'Algérie en otage avec leur famille. Voilà. Et c'est ça. Et maintenant, bon, les fils qui ont été arrêtés, les enfants qui ont été arrêtés, c'est eux. Ce sont eux, les enfants qui ont été arrêtés, les enfants de Gaïd qui ont été arrêtés, ce sont eux. Voilà. Donc, finalement, bon, ça finit toujours comme ça. Hein. Ça finit toujours comme ça. Voilà. Maintenant, il y a à peine quelques heures, elle a finalement obtenu des nouvelles de ses 4 enfants, dont 2 ont été libérés. Oui, 2 ont été libérés, Mourad et Hichem. Les 2 autres, Boumedienne et Abdel, sont maintenant au Centre technique de recherche et d'investigation CTRI de la 5e région militaire à Constantine. Ils seront déférés dans les toutes prochaines heures devant le procureur de la République du tribunal militaire et seront placés sans aucun doute en détention préventive en attendant leur jugement. Boumedienne et Abdel Gaïd Salah sont impliqués dans plusieurs affaires de corruption, de trafic d'influence et d'enrichissement illicite. Ouais, c'est ça. Vous le savez parce que je vous l'ai expliqué. Je vous ai dit que c'est un régime de businessmen. C'est des business qu'ils sont en train de faire sur le dos du peuple algérien. Voilà. Ils s'enrichissent. Et ce sont les enfants de Gaïd. Voilà, c'est ça. Donc, papa est là, décédé en 2019.
Donc maintenant, les enfants, c'est fini pour eux. Hein. Et ce qui est triste dans cette affaire-là, et là, c'est que actuellement, tous ceux-ci savent, tous ceux-ci savent, tous ceux qui sont là savent que quand eux aussi ne seront pas là, ce serait la même chose pour eux. Ce serait la même chose pour eux. Ils vont, leur famille aussi, va vraiment, ça va être dur pour leur famille. Voilà. Donc, du coup, ils avaient déjà fait l'objet d'une enquête des services de la direction centrale de la sécurité de l'armée pour les mêmes chefs d'accusation en 2020. Mais sur ordre du président Tebboune, oui, le président Tebboune lui-même, oui, il a demandé à ce qu'on puisse libérer ces enfants-là. Oui, Tebboune, vous le voyez ici, il est entouré par les militaires. Oui, c'est ça. Il avait demandé à ce qu'on puisse vraiment libérer les enfants-là. Voilà, c'est ça. C'est lui qui l'a dit, il a intervenu. Ils ont été relâchés et le dossier a été classé. Le dossier a été classé. Voilà. Il reste néanmoins frappé d'une interdiction de sortie du territoire ISTN, comme beaucoup d'autres enfants de généraux et anciens responsables de l'État. Et ça, je vous le dis, tous les généraux qui sont là, tous ceux qui sont au pouvoir en Algérie, qui ont pris l'Algérie en otage pendant toutes ces longues années-là, ça va finir comme ça. Comme les enfants de ceux-ci, parce que tous les généraux là, qui ont perdu le pouvoir à un moment ou à un autre, ou qui sont décédés, leur famille, ça finit comme ça. Hein. Voilà. Donc, fraîchement installé au palais présidentiel grâce à une fraude électorale sans précédent organisée par le général Ahmed Gaïd Salah, le président Tebboune avait encore la mémoire fraîche et ne pouvait tourner kazakh. C'est ça, parce que c'est ça, 2019-2020. Voilà, il pouvait pas faire ça. La famille de son mentor, de celui qui l'avait aidé, et surtout qu'il était sous terre, hein, il était décédé. Hein. Il en était de même pour le général Saïd Chenria, qui doit son poste à ce même Gaïd Salah, qu'il avait nommé commandant des forces terrestres, lui ouvrant la voie à sa succession à la tête de l'état-major de l'armée. Et ça aussi, c'est une vérité. Gaïd Salah, c'est lui aussi qui a aidé Saïd. Il a aidé Saïd, donc il a aidé ces deux hommes-là. Voilà, c'est Gaïd Salah qui a amené ces deux hommes-là. C'est grâce. Donc, du coup, c'est les gens qui ne pouvaient pas, ils étaient un peu gênés de faire certaines choses à la famille de ceci, du défunt Gaïd Salah. Ils étaient un peu gênés. Bon, il fallait trouver un moyen pour les, on va dire, pour les libérer. Voilà. 4 ans se sont écoulés sur la première arrestation des deux fils du général défunt et les revoilà de nouveau dans les filets de la justice. Et oui, les enfants ils se sont retrouvés encore une fois de plus devant la justice. Et voilà. Et c'est comme ça. Les enfants de Gaïd. C'est l'affaire du général Aoui Soufiane qui va déterrer le dossier des enfants Gaïd Salah. L'ex-responsable de la direction centrale d'infrastructures militaires et ancien responsable de l'établissement central de construction, une société appartenant au ministère de la Défense nationale et spécialisée dans les travaux d'ouvrage, d'infrastructure, hein, est arrêté au mois d'octobre. Oui, le monsieur, il a été arrêté. Ce monsieur, il a été arrêté. Oui. Et quand il a été arrêté, évidemment, au mois d'octobre, je crois que c'était en 2023, bien sûr, hein, pour diverses affaires de corruption et pour enrichissement illicite, il a été découvert dans son domicile la somme de 300 milliards de centimes de dinars algériens, l'équivalent de 20 millions d'euros, 20 448 000 euros. C'est l'équivalent de 13 milliards de francs CFA pour ceux qui utilisent le franc CFA. C'est l'équivalent de 13 milliards. Donc, le monsieur, on l'a arrêté. Et quand le monsieur, on l'a arrêté, le monsieur, il a cité les enfants. Lors de son audition, il cite les enfants Gaïd Salah. Les enfants de Gaïd Salah, ils ont été cités comme complices. Il lui assurait sa protection grâce à leur papa. Oui, parce que les enfants, effectivement, de Gaïd Salah, c'est ça, parce que l'Algérie, c'est ça, c'est une république comme ça. C'est eux qui assuraient la protection de ce monsieur. Quand le monsieur faisait ses affaires, tout allait très bien, la vie était belle, et puis les enfants lui assuraient protection. Voilà. Donc, grâce à l'influence de leur papa, qui était alors chef d'état-major
l'armée. Voilà. Et puis voilà. Alors, c'est important quand même de comprendre que quand le monsieur il a été arrêté, si je me trompe pas, c'est en 2023 qu'il a été arrêté. Hein, il a cité les fils, mais les affaires qu'ils avaient eu à faire, c'était à l'époque où leur père, Gates Salah, était chef d'état-major général de l'armée. Ah, voilà. Parce que si je me trompe pas, hein, ce monsieur Gates Salah est décédé en 2019. Voilà. Alors, voilà, effectivement, je le confirme, j'ai fait les vérifications. Effectivement, Gates Salah est décédé en 2019, en décembre 2019, et Tebboune est devenu président aussi en décembre 2019, grâce à Gates Salah. Voilà. C'est important de le dire. Et c'est Gates Salah qui l'a amené au pouvoir. Voilà. Alors maintenant, lorsque son audition a été faite, comme je vous l'ai dit, bah voilà, il a cité les noms des enfants. Voilà. Ils iront le rejoindre à la prison militaire pour partager avec lui des jours sombres. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Mais voilà, et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et là, je vous parle de mai 2025. Là, on rentre en 2025. Alors que l'Algérie prétend lutter avec rigueur contre la corruption, l'affaire des fils de Gates Salah jette une ombre sur la cohérence de cette volonté affichée, malgré des preuves accablantes. Ils n'iront pas en prison. Donc, vous voyez, les enfants de Gates Salah ne vont pas en prison. Ils ne vont pas en prison. Et tous les jours, c'est des Attaf là, le monsieur là, le ministre des Affaires étrangères Attaf qui parle tellement mal aux gens. Hein, quand on te dit qu'on t'a convoqué à la Cour internationale de justice parce que vous êtes des voyous, vous avez bombardé les drones des gens sur notre territoire en voulant protéger des voyous comme vous. Quand on vous dit cela, vous dites que nous sommes comme si, nous sommes comme ça, notre pays est comme si, c'est une jeune qui dirige le pouvoir, on n'est pas comme... Mais quand tu rentres dans notre politique intérieure, on rentre dans ta politique intérieure. Quand tu vas sortir de notre politique intérieure, là, nous aussi, on va sortir de ta politique intérieure. Ah, c'est ça, parce que c'est, voilà, vous regardez Tebboune. Il est entouré de qui? Il est entouré seulement des militaires. Il est entouré seulement des militaires. Oui, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, c'est un régime militaire. C'est un régime militaire, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Et c'est ça la vérité. Tout le monde voit la situation. Voilà. C'est qui lui tient la main, le président? Mais c'est Chingri, hein. Et ils sont toujours ensemble. Hein. Ils sont toujours ensemble. Le président Tebboune, je vous ai dit qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein. J'ai une image de lui là. Voilà, vous voyez ça là. Bueno, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Ah, je vous dis, hein, c'est ça qu'on appelle un président démonétisé. Aucun pouvoir. Voilà, c'est l'armée qui est là derrière lui. Donc, c'est très clair. Hein? Donc, pendant que les Algériens veulent que vous gériez bien le pays, vous n'êtes pas en train de bien gérer le pays. C'est vous qui êtes en train d'amener l'Algérie à la banqueroute. Ce n'est pas le Mali qui amène le Mali à la banqueroute. Hein? Et je le répète, alors que l'Algérie prétend lutter avec rigueur contre la corruption, l'affaire des fils de Gates Salah jette une ombre sur la cohérence de cette volonté affichée. Malgré les preuves accablantes, irréfutables, ils n'iront pas en prison. Un jugement à huis clos, une fortune saisie, mais aucune détention. Ce traitement soulève une vague d'indignation et d'interrogation. En Algérie, les gens sont indignés par ceux qui sont au pouvoir. Une affaire de corruption d'envergure. Les fils de l'ancien chef d'état-major général des armées, M. Gates Salah, figure militaire centrale entre 2004 et 2019, oui, sont accusés d'avoir accumulé une fortune illégitime à travers le trafic d'influence, des pots de vin et des marchés publics truqués. Les premières investigations amorcées fin 2023 ont révélé un réseau complexe mêlant affaires immobilières, sociétés écrans et blanchiment d'argent. Un jugement discret et controversé le 20 février 2025. Un jugement est discrètement prononcé par le tribunal militaire de Blida. Résultat, 2 ans de prison avec sursis. On le met en sursis. Imaginez un petit peu, on le met en sursis. Et saisie partielle de leur patrimoine. Une saisie partielle de leur patrimoine. Mais on sait ce qui va se passer. Parce que ce sont les enfants de leurs collaborateurs. Et c'est comme ça. Et vous allez voir que ces militaires aussi là, quand eux aussi vont quitter là, leur famille aussi, ça va être comme ça.
Ceux qui viendront au pouvoir vont pas vouloir, et voilà, ils vont pas directement porter assistance à la famille de leurs collègues défunts. Ils vont voir comment ils peuvent faire, ils vont pas vous recevoir discrètement, ils vont passer par sous les tables, etc. pour essayer de faire les choses. C'est comme ça qu'ils ont eu à faire. Hein? Aucun mandat de dépôt n'a été émis, aucune détention préventive. Un fait rarissime dans le traitement des affaires similaires en Algérie. Le silence qui a entouré ce procès n'a été brisé que lorsque les saisies ont commencé à être exécutées fin avril. Une fortune colossale bâtie dans l'ombre du pouvoir. Les fils de Gaïd Salah n'ont pas simplement profité du nom de leur père. Ils ont constitué un véritable empire économique dans l'immobilier, l'import-export, la presse régionale, les matériaux de construction ou encore les emballages plastiques. C'est bien de rentrer dans les affaires intérieures des gens. Hein. Quand vous rentrez dans notre politique intérieure, on rentre dans votre politique intérieure. En l'absence de parcours professionnel solide ou d'investissement à long terme, ces activités s'apparentent davantage à des opérations de spéculation et de blanchiment qu'à l'entrepreneuriat durable. Mais on sait comment ils ont fait. Un traitement judiciaire à deux vitesses qui interroge. L'élément le plus choquant reste l'inégalité flagrante dans l'application de la justice. Alors que des dizaines de généraux, anciens ministres et premiers ministres ont écopé de longues peines de prison, souvent 10 à 20 ans. Les enfants de Gaïd Salah ont été épargnés par la détention. Ce privilège nourrit le sentiment d'un système judiciaire à géométrie variable, influencé par les réseaux de pouvoir. Parce que les enfants de Gaïd Salah savent que c'est leur père qui a mis Tebboune en place et qui a mis Chengria pour qu'il commande l'armée terrestre. Et puis après, il a pris la place de Chengria. Et il a pris la place de Gaïd Salah au décès de Gaïd. Voilà. Et c'est comme ça. Hein? Tebboune, protecteur de l'héritage de Salah. C'est ça. Tebboune, il protège Gaïd Salah, qui est décédé. Comme les Américains le disent, tu grattes mon dos, je gratte ton dos. C'est comme ça. Plusieurs sources affirment que c'est Abdelmadjid Tebboune lui-même qui serait intervenu pour éviter l'incarcération, oui, des fils de son ancien mentor Gaïd Salah, en orchestrant la transition politique post-Bouteflika. C'est ça. Quand Bouteflika est parti, tout le monde sait que, voilà, c'est ça qui s'est passé. Bouteflika est parti, on a amené quelqu'un, et voilà. Donc, Gaïd Salah a orchestré cela. Et c'est ça qui a permis à Tebboune d'accéder à la magistrature suprême de son pays. Une promesse faite à la famille Salah, notamment à la veuve du général. Et voilà. Donc, la veuve du général, c'est comment les choses sont passées. C'est pour ça qu'elle s'est levée pour aller chercher le président, pour lui dire, mes enfants ont été arrêtés. Parce qu'il y a des choses qu'on fait ensemble. Et on sait comment vous êtes venus. Et c'est comme ça. Et c'est ce pays-là qui veut donner des leçons au Mali. C'est ce pays qui veut donner des leçons au Mali. Quand on vous dit de... Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Nous, les Maliens, on vous connaît, mais on ne parle pas. On vous connaît, mais on ne parle pas. Parce qu'on n'aime pas mettre notre bouche dans la politique intérieure des gens. Tu gères ton pays comme tu veux, on gère le nôtre comme on veut. Mais le jour que tu parles de notre politique intérieure, on va parler de pour toi aussi. Ah, c'est comme ça, une justice sélective qui nuit à l'image de l'État. Ah, voilà. L'opinion publique ne s'y trompe pas. Ce traitement de faveur a des conséquences désastreuses sur la crédibilité de l'État algérien. La lutte contre la corruption censée redorer l'image du pays devient susceptible lorsqu'elle épargne, devient suspecte lorsqu'elle épargne des proches du pouvoir. C'est ça, quand tu es proche du pouvoir là, toi on te laisse, le contraste avec la peine lourde infligée à d'autres hauts responsables, civils ou militaires, alimente l'idée d'une justice instrumentalisée et profondément inéquitable. Le dossier des fils de Gaïd Salah cristallise des tensions entre apparence et justice et réalité politique. Si l'on peut débattre de l'efficacité de l'incarcération dans les affaires de corruption, l'iniquité flagrante des traitements chocs, l'Algérie aurait pu choisir la cohérence, la transparence et la morale en optant pour l'opacité et la protection d'un clan. Elle risque de perdre bien plus qu'une affaire, sa crédibilité, sa légitimité et la confiance de son peuple. Et c'est ce qu'ils perdent. Et puis dernièrement, je vais finir avec ça aussi. Je pense que vous avez appris qu'il y a un général qui s'est barré. Il s'est barré, le gars. Il a lâché l'affaire. Attendez, je ne vais pas trop rentrer dedans. On dit que le général Abdelkader Haddad
alias Nasser El-Djinn. Il a fui, il est arrêté. Il a fui, non, bon, c'est même pas la peine qu'on rentre dans les détails de cela. Voilà, donc c'est de ça que je voulais vous parler. Lorsque l'Algérie, on leur dit, on t'a appelé devant la Cour internationale de justice, au lieu que Ahmed Attaf, là, au lieu qu'ils sortent parler aux gens, mal parler aux gens, mal parler aux gens. Mais on t'a pas dit de mal parler aux gens. On t'a dit seulement, on t'a appelé là-bas. Il faut aller répondre. On t'a appelé, il faut aller répondre. Mais tous les jours, tu parles mal aux gens. Tu parles mal aux gens tous les jours. Oui, votre pays est comme ci, votre pays est comme ça, le Mali a fait ci, le Mali a fait ça, c'est Nigène qui est là-bas, vous n'avez pas respecté la constitution de votre pays. Ah, donc vous avez respecté la constitution du pays. Vous avez demandé à Gates Salah comment est-ce que Tebboune est venu. Vous avez demandé à Chengri comment est-ce que comment est-ce qu'il s'est retrouvé à ces différents postes-là. Ah, mais on sait comment ça se passe en Algérie, mais on ne parle pas. Parce qu'on a du respect pour le peuple algérien, on vous laisse dans vos affaires. Mais quand vous vous mêlez de pour nous, on se mêle de vous. Hein. Ça va pas faire plaisir à la population algérienne. Tout de suite, ils vont mettre des commentaires, ils vont mettre plein de commentaires. Vous allez les voir venir, vous commencer à mettre des commentaires. Nous, on ne parle pas de la politique intérieure de quelqu'un si tu ne parles pas pour nous. Tu parles de notre truc, on parle de votre truc. Voilà. Et puis, on va finir avec quoi? En Algérie, il y avait un bon diplomate. Un très bon diplomate. Même si lui aussi, voilà, il était, voilà, il défendait la politique de son pays, mais quand même c'était un bon diplomate. Il savait au moins parler aux gens. Il savait parler aux gens. Mais Attaf parle tellement mal aux gens. Attaf, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi. Vous m'excusez de l'expression, hein, je suis en colère aujourd'hui. C'est vraiment. C'est-à-dire, on ne peut pas dépasser, on peut pas, en matière de vulgarité, on ne peut pas faire mieux qu'Attaf. C'est une diplomatie vulgaire avec Attaf. Voilà. L'Algérie a une diplomatie vulgaire avec M. Attaf. Voilà. Écoutez Ramtan Lamamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui était là-bas. Écoutez-le quand il est venu au Mali ici. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, m'a dépêché auprès du président de la transition, chef de l'État, et auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour témoigner la solidarité agissante de l'Algérie au peuple, au gouvernement malien, en cette période de l'histoire contemporaine de votre nation, nation sœur, nation avec laquelle nous avons un destin commun. Les Algériens lisent dans leur livre d'histoire la contribution inestimable qu'a apporté le Mali à travers la décision souveraine du président Modibo Keïta en 1960, dès après l'indépendance du Mali, d'ouvrir à l'armée de libération nationale algérienne la frontière commune afin que notre armée de libération nationale puisse ouvrir un front contre le colonialisme pour que l'indépendance de l'Algérie, qui était inévitable en 1960 après des années de lutte et de sacrifice, que donc cette libération de l'Algérie se fasse dans le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc cette frontière que sont à travers les villes de Tombouctou, naturellement de Gao, où l'état-major de cette unité de l'ALN était installé, de Kidal également. Cette ligne de front, à partir du Mali, est un acquis historique qui fonde une solidarité réelle, une solidarité dans l'épreuve, une solidarité par laquelle le Mali, la République du Mali, qui venait de reconquérir son indépendance, était prête à payer un prix élevé. Donc l'Algérie d'aujourd'hui, fidèle à son épopée libératrice et reconnaissante au peuple malien de cette position historique. Il est tout à fait clair que le destin de l'Algérie et le destin du Mali sont étroitement liés
Et nous ne pouvons donc, en de telles circonstances, que témoigner notre solidarité agissante et travailler, comme nous le faisons normalement, à régler ensemble nos problèmes pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir avec confiance, avec courage, détermination, convaincus que nous sommes que la solution à nos problèmes est entre nos mains. Merci. Voilà, ça c'est un diplomate qui savait parler. Ramtan Lamamra, voilà quelqu'un qui savait parler. Voilà quelqu'un qui sait ce que ça veut dire la politesse. Quelqu'un qui connaît l'histoire de l'Algérie et du Mali. Quelqu'un qui sait qu'il y a eu des moments dans l'histoire de l'Algérie, lorsque l'Algérie voulait la liberté, l'Algérie voulait se libérer, oui, de ces monstrueux dirigeants français, de ces vampires. Lorsque l'Algérie voulait se libérer, voilà, Lamtan Ramamra a rappelé à M. Attaf, qui est il n'y a pas plus grand, il n'y a pas un personnage plus vulgaire que lui, c'est-à-dire, la Terre n'a pas connu une personne aussi vulgaire que monsieur Attaf. Voilà. On rappelle que les Maliens, lorsque l'armée de libération nationale algérienne, la vaillante et la digne armée de libération, l'armée de libération nationale algérienne, lorsqu'elle voulait libérer le peuple vaillant algérien, oui, il a fallu que le frère, Modibo Keïta du Mali, le président du Mali, puisse mettre à la disposition de leur armée Tombouctou, une partie de Tombouctou, une partie de Gao, une partie de Kidal. Ça leur servait de base arrière. Ils venaient se reposer, ils venaient dormir, ils venaient se reconstituer, se refaire, et ils repartaient maintenant au combat. Oui, on les a aidés dans leur combat. Oui, on les a aidés. Oui, on les a aidés dans leur lutte d'indépendance. Mais voilà qu'aujourd'hui, un pays qui, au lieu d'essayer d'aider le Mali, lorsque le Mali est agenouillé, le Mali est en proie à des attaques terroristes partout dans tous les sens, au lieu d'essayer d'aider son frère le Mali à se relever, au lieu d'essayer de créer des ponts entre le Mali et nous, le Mali et eux, au lieu d'essayer de faire des autoroutes, de faire des rails, développer le train, et au lieu de développer l'aviation entre nous, au lieu d'essayer de tout faire pour booster les échanges commerciaux, au lieu d'essayer d'amener des radios, des télévisions, au lieu d'essayer de parler économie, d'essayer d'amener des hydrocarbures, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse développer ensemble nos deux pays, parce que nous sommes des voisins avec une frontière de 1300 et quelques kilomètres. Au lieu que Tebboune fasse cela, le régime algérien, ils soutiennent des groupes armés terroristes sur le territoire malien. Et quand on leur dit on n'est pas dans ça, ils veulent pas, ils sont fâchés, ils veulent continuer à apporter leur soutien. C'est comme si nous, le Mali, on apportait du soutien au MAK, le mouvement d'autodétermination kabyle. C'est comme si on les appelait, on les approchait, on leur disait venez faire d'ici votre base arrière. Et puis on les aidait à avoir des armes, etc., pour essayer d'aller attaquer le pays frère algérien. Mais non, on peut pas faire cela. On peut pas faire cela. Nous, on n'est pas dans des choses comme ça. On n'est pas dans des choses comme ça. Donc, il faut retenir cela, Attaf. Prochainement, là, si tu te mêles de la politique intérieure du Mali, là, ça va être encore plus grave que ça, là. Merci et à bientôt.